Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Royson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'implique pour l'Europe le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un Donald Trump plus fort encore qu'en 2017, plus nationaliste et plus décomplexé que jamais. Alors, l'Europe va-t-elle subir 4 années de secousses ou au contraire, est-ce que c'est une opportunité pour elle de se renforcer ? Eh bien, on va tenter d'y voir clair. La première, les clés. It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. C'était donc le premier moment politique très attendu de cette deuxième présidence Trump, son discours d'investiture où il a donné la tonalité de ce second mandat. Avec, sans surprise, un cap très clair et une sorte de variante du Make America Great Again. The golden age of America begins right now. L'âge d'or des États-Unis commence donc maintenant. Et Donald Trump précise. From this day forward, our country will flourish. À compter de ce jour, notre pays prospérera et sera respecté partout dans le monde. Nous susciterons l'envie de toutes les nations. Nous ne nous laisserons pas exploiter et chaque jour de l'administration Trump, je mettrai tout simplement l'Amérique d'abord. I will very simply put America first. Et comment servir les intérêts des États-Unis avant tout ? Eh bien, notamment en utilisant l'arme favorite de Donald Trump, les droits de douane. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous imposerons des droits de douane et des taxes aux pays étrangers pour enrichir nos citoyens. for this purpose, we are establishing the À cette fin, nous mettons en place le service des recettes extérieures, chargé de percevoir tous les droits de douane et recettes. Il s'agira d'un afflux massif d'argent provenant de sources étrangères pour notre trésor public. coming from foreign sources. Et toujours dans cette idée de mettre l'Amérique d'abord, Donald Trump sait qu'il aura besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie. Et en l'occurrence, sans surprise, lui, il choisit l'énergie fossile. Today I will also declare a Je déclarerai également aujourd'hui une urgence énergétique nationale. drill, baby, Nous allons forer, drill. bébé, forer. America will be a manufacturing L'Amérique nation redeviendra une nation manufacturière. Et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation manufacturière ne pourra jamais avoir. La plus grande quantité de pétrole et de gaz de tous les pays du monde. Et nous allons l'utiliser. We will bring prices down. Nous ferons baisser les prix. Nous remplirons à nouveau nos réserves stratégiques jusqu'au maximum. Et nous exporterons l'énergie américaine dans le monde entier. Nous redeviendrons une nation riche grâce à l'or liquide sous nos pieds. And it is that liquid gold under our feet Et du coup, quelques heures à peine après avoir prêté serment, après avoir aussi annoncé qu'il allait mettre fin au Green New Deal lancé par son prédécesseur Joe Biden, Donald Trump a signé un décret qui retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
Voilà donc pour quelques-unes des annonces de ce premier discours d'investiture de Donald Trump. On a retenu ici ce qui nous concerne, nous en particulier, comme Européens. Bonjour Olivier Lebussy. Bonjour Arnaud. Vous êtes journaliste à la Libre Belgique où vous suivez en particulier les matières européennes. Est-ce qu'à votre avis, l'Europe s'apprête à vivre des moments difficiles dans les semaines, dans les mois, voire dans les années qui viennent ? Ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour l'Union européenne que Donald Trump soit redevenu le président des États-Unis. Il n'a jamais caché le mépris qu'il avait envers l'Union, déjà lors de son premier mandat. Et c'est un mépris qui s'accompagne d'une certaine hostilité aussi, puisqu'il voit l'Union européenne moins comme un partenaire que comme une concurrente qu'il faut, si possible, affaiblir et faire plier. Olivier Henrion est également avec nous. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes journaliste ici à la RTBF. Vous aussi, vous suivez l'actualité de l'Union européenne. On a coutume de considérer les États-Unis un peu comme un grand frère, un allié aussi. Est-ce que ça, c'est en train de changer ? Ça devient un adversaire de plus en plus, les États-Unis, pour l'Union européenne ? C'est le ton que voudrait imposer effectivement Donald Trump. Mais dans les faits, aujourd'hui, les États-Unis sont notre partenaire le plus proche. C'est le partenaire commercial le plus important des Européens. Je crois qu'on fait à peu près 500 milliards ou même un petit peu plus d'échanges commerciaux, d'exportation de produits européens vers les États-Unis. Inversement, les États-Unis nous vendent aussi beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. Donc nos économies sont extrêmement imbriquées et Ursula von der Leyen l'a rappelé encore aujourd'hui dans son discours qu'elle vient de faire à Davos. Nos deux économies sont extrêmement imbriquées. Il y a énormément d'entreprises européennes qui sont aux États-Unis et qui donnent de l'emploi aux Américains et inversement. Donc effectivement, aujourd'hui, les États-Unis et les Européens sont deux partenaires les plus proches qui peuvent exister. Ils génèrent énormément de commerce au niveau mondial, mais la tonalité, comme l'a expliqué Olivier, c'est celle d'une tonalité beaucoup plus conflictuelle. Est-ce que ce partenariat va perdurer ? C'est toute la question à laquelle on va essayer de répondre pendant cette petite demi-heure. Oui, effectivement. Mais on sent quand même que l'Europe marche un peu sur un fil, Olivier Lebussy, parce que d'un côté, il y a la tentation aussi de répondre en montrant les muscles pour ne pas se laisser marcher sur les pieds par Donald Trump. Et en même temps, comme le dit Olivier Henrion, on exporte plus que l'on importe depuis les États-Unis. Donc, s'il y a des droits de douane qui s'appliquent, a priori, si on regarde les données comme ça, l'Europe risque d'être plutôt perdante. Et donc, l'Europe n'est pas aussi libre qu'elle le voudrait, sans doute, dans la façon dont elle peut rentrer dans ce match avec les États-Unis. Les Européens, c'est assez clair, veulent à tout prix éviter une guerre commerciale. Enfin, peut-être pas à tout prix, mais c'est vraiment le premier objectif, c'est éviter la guerre commerciale avec les États-Unis, parce qu'ils auraient beaucoup à perdre. La Commission ne veut pas ça, l'Allemagne certainement ne veut pas ça. Donc effectivement, on a eu l'impression, depuis que Donald Trump a été élu et avant qu'il ne prenne ses fonctions, que les Européens marchaient sur des œufs, qu'ils essayaient d'éviter la provocation. À mon avis, c'est un peu vain, parce qu'il le fera quand même. Et donc l'Union européenne devra être prête à répondre. C'est ce qui s'était passé en 2018, quand Donald Trump avait imposé des taxes sur l'acier et l'aluminium européen. Les Européens avaient accusé le coup, puis Jean-Claude Juncker, qui était président de la Commission à l'époque, avait été à Washington négocier avec Trump en disant « Le commerce, c'est avec moi qu'on discute. Nous, on a imposé des taxes sur les Harley-Davidson, sur le bourbon, sur le beurre de cacahuète, sur les moteurs de bateaux. » Donc les États-Unis se rendaient compte qu'ils avaient beaucoup à perdre et ils avaient négocié un deal. Les Européens achetaient un peu plus de soja, ou si ma mémoire est bonne. Là, le deal, on entend hier le commissaire Séjourné de nationalité française qui disait peut-être qu'on pourrait acheter plus d'armes aux États-Unis, peut-être qu'on pourrait acheter plus de gaz aux États-Unis. Ils sont toujours basés sur cette idée que ce sera une transaction, mais il faut voir si ça marchera. En tout cas, les contre-mesures sont prêtes déjà. Oui, ceci dit, quand on entend justement les premières déclarations, notamment de Stéphane Séjourné, on a quand même l'impression effectivement que l'Europe reste dans cette idée qu'il faut un peu amadouer les États-Unis, Olivier Henrion, en disant on va leur acheter des armes, on va leur acheter du pétrole et du gaz, comme si on voulait pas encore tout de suite montrer les dents, mais est-ce qu'il n'y a pas que ça que Donald Trump comprend à la fin, c'est-à-dire le rapport de force d'abord, et puis après on conclut un deal. Alors c'est vrai que Donald Trump est un businessman et que le rapport de force, c'est ce qu'il comprend avant tout. Il comprend l'idée de faire des deals. Il n'empêche, aujourd'hui, c'est vrai que la voix la plus importante qu'on entend en Europe, c'est une voix de modération. On ne cherche pas à rentrer en conflit, on ne cherche pas à monter dans les tours vis-à-vis de Donald Trump, on ne cherche pas à avoir la politique d'œil pour œil, dent pour dent, en tout cas pas encore. On entend cette petite musique, mais c'est pas la petite musique majoritaire. Aujourd'hui, la petite musique majoritaire, c'est celle de dire il faut faire un deal
Stéphane Séjourné l'a dit hier, Ursula von der Leyen l'avait dit aussi il y a quelques mois déjà, elle avait proposé à Donald Trump, face à la menace de voir ses taux de douane exploser pour les importations européennes, d'échanger, d'acheter plus de gaz, d'acheter plus de pétrole. Hier, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que hier, Donald Trump, lorsqu'il signait à la queue leu-leu tous ces décrets, a exprimé devant certains journalistes le fait que les Européens allaient devoir acheter plus de pétrole, allaient devoir acheter plus de gaz. Et quelque part, j'allais dire, ça peut aussi nous arranger. Ça peut nous arranger dans le sens où aujourd'hui, on l'a vu avec la fermeture du dernier gazoduc qui traversait l'Ukraine au 1er janvier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Européens ont acheté automatiquement beaucoup plus de gaz naturel liquéfié russe. C'est ce gaz qui vient par bateau et pas par gazoduc. Il y a même eu un record d'achat dans cette première quinzaine du mois de janvier. Et en achetant plus de gaz russe, on va forcément alimenter la machine de guerre russe. C'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Donc, diversifier, supprimer peut-être ces importations de gaz russe et les remplacer par des importations de gaz américaines, pourquoi pas ? Ça peut être un avantage européen. Donc là, il y a potentiellement une opportunité de ne pas se desservir au niveau européen, tout en amadouant quand même un peu Donald Trump, en essayant de le convaincre de ne pas augmenter tout d'un coup les droits de douane vis-à-vis de l'Europe. À court terme, c'est la même chose avec les armes. La difficulté, c'est qu'en faisant cela, on risque de se retrouver à ce moment-là, pieds et poings liés, avec un fournisseur d'énergie qui serait les États-Unis, avec quelqu'un à sa tête qui est difficilement prévisible et qui pourrait du jour au lendemain augmenter les prix et nous retrouver dans une crise énergétique comme on l'a connue. Même chose avec les armes. Aujourd'hui, on veut bien acheter des armes aux États-Unis pour pouvoir augmenter la défense européenne, mais est-ce que ça veut dire qu'on va de fait jeter par la fenêtre l'idée de l'autonomie européenne qui était revenue au goût du jour lors de la première présidence de Donald Trump ? Ceci dit, quand on vous entend tous les deux, et quand on entend surtout les déclarations européennes, Olivier Lebussy, on a l'impression que on se comporte encore comme si c'était notre allié traditionnel dans une relation, je dirais, normale. Et là, évidemment, c'est évident que c'est mieux d'aller chercher du gaz et du pétrole chez les Américains que chez les Russes, avec qui il y a ce conflit en Ukraine. Mais est-ce que cette grille de lecture-là n'est pas en train de changer, ou est-ce qu'elle ne doit pas changer un moment en se disant est-ce que c'est encore une bonne chose de confier une partie de nos intérêts, notamment pour notre approvisionnement stratégique en énergie, aux États-Unis ? C'est un ami qui ne nous vaut pas que du bien. Voilà, c'est un allié qui pourrait être hostile par moment. Maintenant, l'Amérique, elle va être dirigée par Donald Trump, mais l'Amérique, ce n'est pas que Donald Trump. Il y a des canaux qui vont rester ouverts quand même avec les démocrates. Et malgré tout, comme Olivier l'expliquait, les liens sont au niveau commercial, au niveau économique, mais même au niveau politique, reste quand même assez puissant. Maintenant, c'est la réalité aussi que c'est un choc pour les Européens de se dire notre allié traditionnel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est plus un allié indéfectible, c'est conditionnel, c'est cette alliance. Et puis on en parlera plus tard aussi. C'est un allié qui a pris un virage politique qui est un peu inquiétant vu de l'Europe. Dans la majorité des capitales, mais pas dans toutes les capitales. Un allié qui est réactionnaire, un allié qui est agressif. On se souvient de ces déclarations sur le Groenland, disant peut-être qu'on pourrait annexer le Groenland, qui est quand même toujours un territoire lié au Danemark, pays de l'Union, pays de l'OTAN, et qui n'écartait pas l'idée de le faire par la force. C'est assez bouleversant pour les Européens de se retrouver par rapport à ça. Mais je reviens à ce que je disais au début. Voilà, la Russie, c'est la Russie de Poutine. L'Amérique, c'est l'Amérique de Trump, mais ce n'est pas encore que l'Amérique de Trump. Et je pense que les Européens s'accrochent toujours à ça. Et c'est important évidemment de faire cette distinction-là. Vous pointez le côté réactionnaire, les positions très dures sur l'immigration, cette volonté peut-être à un moment donné même d'utiliser la force pour l'acquisition de certains territoires ou du canal de Panama. Il y a aussi une autre divergence assez forte qui commence à se marquer, c'est le rapport à la question climatique, où on sait que les Européens se sont investis pleinement quand même dans ce Green Deal, dans l'idée de transformer leur économie pour respecter les objectifs notamment de l'accord de Paris. Et là, en face, maintenant, on a des États-Unis qui veulent forer et qui sortent tout de suite de l'accord de Paris. Oui, et l'accord de Paris, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga pour les politiques européennes. Ça demeure le meilleur espoir de l'humanité tout entière. C'est ce que vient de dire Ursula von der Leyen dans son discours de Davos il y a quelques minutes. Et donc, effectivement, ce retrait américain, ça comporte quelques risques par rapport à ce meilleur espoir de l'humanité, notamment
si les États-Unis se retirent de l'accord de Paris et qu'ils pourront produire un peu comme ils veulent, ça risque d'être un désavantage de compétitivité. Si les Européens continuent de s'imposer des règles pour respecter la neutralité carbone comme ils l'ont promis à l'horizon 2050, ça veut dire qu'il va y avoir un cadre beaucoup plus contraignant pour les entreprises qui produisent en Europe pour limiter leurs émissions de carbone, alors que les États-Unis ne le feront pas. Et donc, peut-être que dans un certain sens, ça va renforcer la compétitivité américaine par rapport à la compétitivité européenne. Ça va aussi donner certainement beaucoup moins de poids aux Européens dans les négociations commerciales. Vous savez, aujourd'hui, on entend que justement une des solutions avancées par les Européens pour faire face à ce désengagement éventuel des Américains ou cette distanciation des liens entre les Européens et les Américains, c'est de développer de nouveaux accords commerciaux. On a entendu les accords avec le Mercosur, que Ursula von der Leyen a négocié au mois de décembre. Vendredi dernier, c'était des accords avec le Mexique. Hier, on annonçait un accord avec la Malaisie. Il y en aura d'autres avec l'Inde, avec les Philippines qui arrivent. Et dans ces accords, aujourd'hui, on cherche à y intégrer les clauses qui sont prévues par les accords de Paris. Si les États-Unis se retirent de tout ça, on aura beaucoup moins de poids pour pouvoir imposer ces règles-là à nos partenaires commerciaux. Olivier Debussy, votre avis là-dessus? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour justement l'action climatique, l'action sur le développement d'une économie qui respecte mieux l'environnement en Europe, le fait que les États-Unis tournent le dos à cet objectif, ou au contraire, est-ce que ça peut être une opportunité de devenir un peu la locomotive du monde qui, justement, a compris qu'il fallait prendre en compte ces enjeux-là pour notre futur? Alors, avant ça, je voudrais juste dire que c'est une très très mauvaise nouvelle pour la lutte contre le bouleversement climatique, qu'un des plus grands pollueurs de la planète décide que ça ne le concerne plus, parce que sans les États-Unis, je ne vois pas comment on pourrait y arriver collectivement. Et que c'est un enjeu global. C'est un enjeu global. On est en train de le vivre en Europe, les Américains l'ont vécu aux États-Unis, donc ça c'est vraiment une nouvelle catastrophique. L'impact sur le Green Deal, Olivier l'a souligné. Il y avait déjà pas mal de pression avant même l'élection de Donald Trump, depuis les élections européennes, notamment venant de la droite et de l'extrême droite, pour dire oui, écoutez, le Green Deal c'est bien joli, mais c'est une entrave à la compétitivité, on embête les citoyens, on embête les entreprises, il faut arrêter avec tout ça. Évidemment, ça va être encore plus fort maintenant. Ça va être vraiment très très compliqué de tenir les objectifs, mais si on entend le discours d'Ursula von der Leyen et si on voit la carte que l'Europe a à jouer, elle va dire, nous, on va aller à fond là-dedans, on va se spécialiser, on va développer des technologies, on va développer des entreprises, ça c'est le scénario vertueux et idéal, et on aura un avantage compétitif par rapport aux États-Unis. Mais les États-Unis vont avoir, comme Olivier le dit, un avantage compétitif énorme, c'est-à-dire l'énergie pas chère. Mais ça, c'est un avantage à court terme, parce qu'on pourrait se dire qu'à long terme, le fait de développer beaucoup plus les énergies renouvelables pourrait aussi donner des avantages à l'Europe, mais dans les années qui viennent, évidemment, ça ne va pas suffire, et donc là, à court terme, les États-Unis vont retrouver un avantage très très fort au niveau économique. En fait, quoi qu'ils fassent, on est toujours un peu pigeon, parce que quand c'était avec Joe Biden, ils avaient une politique verte de transition qui était notamment incarné par l'Inflation Reduction Act, qui poussait les entreprises européennes à aller aux États-Unis plutôt que de rester en Europe. Et maintenant, il y aura toujours la question de l'énergie. Et les Européens, se faire marche arrière, ce serait terrible parce qu'ils ont déjà engagé le processus et ce serait un désaveu terrible. Et l'Europe, c'est pas que ça, mais c'est quand même un objectif qu'on s'est fixé. Si elle n'a plus cet objectif-là, tout devient politiquement encore plus compliqué. Mais est-ce que l'Europe a vraiment le choix? De toute façon, on n'a pas vraiment beaucoup, nous, de gaz et de pétrole, contrairement aux États-Unis. On a des idées. Est-ce que stratégiquement, à long terme, développer les énergies renouvelables en particulier, voire d'autres sources d'énergie décarbonées, ça peut être le nucléaire aussi, n'est pas quand même, de toute façon, la seule voie possible pour l'Europe si elle veut gagner à moyen terme son autonomie stratégique? Vous avez raison, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole, on doit aller vers d'autres sources, et ces sources, c'est pour l'instant le renouvelable. C'est effectivement peut-être de nouvelles sources, enfin ça peut être le nucléaire, peut-être de nouvelles sources. La Commission, encore une fois, Ursula von der Leyen ce matin dans son discours n'excluait aucune piste, et les Européens vont devoir chercher, et vont devoir limiter cette dépendance, parce qu'on ne peut pas avoir une dépendance comme on l'a eu avec la Russie, on ne peut pas avoir la même chose avec les États-Unis, il va falloir trouver une troisième voie, et jusqu'à présent, cette troisième voie, je ne pense que ça peut être que les énergies renouvelables. Bon, et
Face à tout cela, il va falloir en plus que l'Europe avance de manière la plus unie possible et pas en ordre dispersé. Et ça ne s'annonce pas non plus une mince affaire, d'autant que du côté des États-Unis, de Donald Trump et d'Elon Musk, eh bien, on a tendance plutôt à essayer de cultiver le nationalisme des pays européens. On va détailler tout ça avec Sarah Pousset. L'intervention de Donald Trump dans la politique européenne a débuté dès sa cérémonie d'investiture. En ne choisissant d'inviter que des représentants de partis nationalistes et extrémistes, il envoie un signal fort aux défenseurs de la démocratie européenne. À Washington, parmi le public, se trouvait donc Giorgia Meloni, la première ministre italienne, mais aussi Éric Zemmour, Tom Van Grieken ou encore Nigel Farage, le chef du parti d'extrême droite Reform UK. Le co-dirigeant de l'AfD avait lui aussi reçu son carton d'invitation. Ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'Elon Musk a décidé de mener une campagne en faveur du parti d'extrême droite allemand, le désignant comme le seul parti capable de sauver l'Allemagne. Le patron de X a d'ailleurs interviewé en direct Alice Weidel, tête du parti, pour faire sa promotion sur son réseau social. L'ingérence américaine intervient aussi en Grande-Bretagne où Elon Musk a ressorti un scandale de pédophilie vieux de 10 ans pour discréditer le Premier ministre Keir Starmer sur sa gestion du dossier à l'époque. En Italie, après avoir déjà soutenu Matteo Salvini dans une précédente affaire, c'est en faveur de Giorgia Meloni qu'Elon Musk s'est positionné. La justice s'oppose au gouvernement italien concernant l'accord d'externalisation de la migration signé avec l'Albanie. Sur X, le patron de Tesla a dénoncé cette décision judiciaire en publiant, je cite, « Ces juges doivent partir ». Ce soutien outre-Atlantique risque de se renforcer durant cette nouvelle législature, de quoi peut-être faire vaciller la démocratie à Bruxelles. C'est en tout cas ce qu'espère Viktor Orban. Bientôt, le soleil brillera différemment sur Bruxelles. Un nouveau président aux États-Unis, une grande faction de patriotes à Bruxelles, un grand enthousiasme. La grande attaque peut donc commencer. Je lance par la présente la deuxième phase de l'offensive qui vise à occuper Bruxelles. Allez les Hongries, allez les Hongrois. Olivier Le Bussy, on sait que ces formations-là, aujourd'hui, populistes de droite, nationalistes, voire d'extrême droite, elles ont déjà le vent en poupe. Si en plus, maintenant, il y a le soutien d'un Donald Trump avec l'effet d'exemple depuis les États-Unis, s'il y a la puissance d'un réseau comme X qui vient en plus les soutenir, ça ne va pas améliorer les choses pour toutes ces forces qui sont des forces qui ont tendance à fragiliser la construction européenne. Non, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Viktor Orban, il n'en peut plus de joie depuis novembre et la réélection de Donald Trump. Il avait misé dessus, il avait fait son tapis, il avait tout mis sur cette réélection et c'est arrivé. Et on voit en plus que M. Trump et Elon Musk font alliance pour pousser ces forces d'extrême droite qui vont miner tout simplement l'intégration européenne et la coopération européenne. Alors, il y a aussi Madame Meloni qui était invitée. C'est toujours particulier parce que l'Italie, c'est quand même un grand pays de l'Union. On peut tabler sur le fait que malgré tout le monde a encore besoin d'être dans l'Union européenne et tout le monde a besoin d'être dans une Union européenne qui fonctionne. Ça sert à rien d'être dans une Union qui fonctionne pas. Alors, autant arrêter tout de suite et c'est pour être vassalisé par les États-Unis, par la Russie, par la Chine demain. Donc, malgré tout, les États membres de l'Union ont intérêt à ce que l'Union fonctionne. Mais le curseur, ça va être sur les idées, ça va être sur la politique migratoire qui va être de plus en plus dure, sur tout ce qui est discrimination et égalité, ça va être des attaques comme ça. Et les mots de Viktor Orban, ils sont importants. Ils parlent d'attaque, d'offensive, d'occuper. C'est pas vraiment rassurant. Et quand on voit que M. Musk défend l'AfD qui c'est quand même ce parti allemand qui est considéré comme trop radical par le groupe d'extrême droite du Parlement européen dans lequel on trouve le Rassemblement national, le Vlaams Belang, Vox, le PVV de Geert Wilders. Ça dit quand même quelque chose de ce qui est en train de se profiler. Donc les Européens vont devoir être extrêmement vigilants et notamment en veillant à ce que l'usage des réseaux sociaux ne permette pas de propager de la désinformation et de manipuler des élections. Oui, mais sur cet aspect-là, ça va être compliqué
compliqué aussi, Olivier Henrion, puisqu'on a entendu les patrons de la tech, notamment Mark Zuckerberg, faire front commun avec Donald Trump pour dire on va empêcher que l'Europe nous fasse appliquer des législations trop strictes, notamment sur la liberté d'expression, pas de politique de modération comme on le veut en Europe. Là aussi, ça va être un match très compliqué et qui va aussi, quelque part, avoir des conséquences sur les discours qui peuvent proliférer en Europe, dopés, là aussi, par Donald Trump. Ouais, c'est un match qui a déjà commencé, effectivement, avec ces commentaires, vous l'avez dit, d'Elon Musk ou de Mark Zuckerberg. Mais l'Europe est équipée pour lutter contre ce déferlement de haine qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a le DSA, ce Digital Service Act, c'est cette loi qui dit que ce qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle, on ne peut pas le faire sur les réseaux sociaux non plus, qui impose la neutralité aux réseaux sociaux. On doute que le réseau X, le réseau de Elon Musk soit neutre, puisque quand vous ouvrez X, vous vous retrouvez automatiquement, que vous soyez abonné ou pas, aux tweets qui ont été lancés par Elon Musk. Et on a l'impression aujourd'hui que la Commission avait, comme pour la politique commerciale, avait un peu de mou dans le genou pour réagir. Il y a une enquête qui pèse sur X et sur Meta. C'est une enquête qui est un petit peu au point mort. Alors, les choses prennent du temps, c'est ce que dit Thierry Breton. Les plateformes ont le droit de répondre, ça prend du temps. Il n'empêche, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une réponse forte et définitive, parce que, comme on le dit depuis le début, les États-Unis de Donald Trump n'entendent que les rapports de force. Et on a besoin d'imposer, nous, notre rapport de force très rapidement pour montrer que c'est la ligne européenne et qu'on ne va pas se baisser. And our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Le défi sera donc multiple pour l'Union face à des vents contraires qui risquent de souffler avec pas mal de force. Montrer les dents pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, garder le cap du Green Deal et de ce vaste projet de décarbonation de nos économies, parvenir à maintenir l'unité face à Trump, mais aussi face à d'autres puissances étrangères qui ont tout intérêt à voir les Européens se diviser. On a compris que l'Europe n'était pas sans armes, encore faudra-t-il voir si elle a le courage de les utiliser. C'était Les Clés, un podcast de La Première, avec à la réalisation sonore Antoine Duhartz, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. N'hésitez pas à partager les épisodes de ce podcast Les Clés autour de vous.